Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avions vécu au Rhode Island quand j'avais 8 ans et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège à Colorado Springs. La plupart de mes souvenirs sont enracinés au Rhode Island, mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu quand j'étais plus jeune. La plupart de mes souvenirs ne sont pas clairs et inutiles. Moi poursuivant un autre garçon dans la cour d'une maison dans la Caroline du Nord, moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avons loué dans la Pennsylvanie, etc. Mais certains souvenirs restent clairs comme le verre, comme si c'était hier. Je me demande souvent si ce ne sont que de simples rêves produits par la maladie dont j'étais atteint ce printemps-là. Mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison juste en dehors de la bruyante métropole de New Vineyard, dans l'état de Maine, population 643. C'était une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y a un certain nombre de pièces que je n'ai pas visitées durant les 5 mois où nous y avons résidé. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace. Mais c'était la seule maison sur le marché qui était à moins d'une heure du lieu de travail de mon père. Le jour après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin a dit que j'avais une mononucléose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos et encore de la fièvre pour au moins 3 semaines. Ce n'était vraiment pas le moment de rester au lit. Nous procédions à l'emballage de nos affaires pour déménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes choses étaient déjà emballées dans des boîtes, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse et des livres plusieurs fois par jour, et ces derniers servaient en tant que ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Je ne me rappelle pas exactement comment j'ai rencontré Monsieur Grandebouche. Je pense que c'était environ une semaine après que j'ai été diagnostiquée. Mon premier souvenir de la petite créature est moi lui demandant si elle avait un nom. Il m'a dit de l'appeler Monsieur Grandebouche parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand, en comparaison à son corps, sa tête, ses yeux, ses oreilles courbées, mais sa bouche était sans doute la plus grande. Tu ressembles à un Furby, ai-je dit alors qu'il tournait les pages d'un de mes livres. Monsieur Grandebouche m'a envoyé un regard perplexe. Furby? C'est quoi un Furby? A-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Tu sais, le jouet, le petit robot avec des grandes oreilles. Tu peux le caresser et le nourrir comme un vrai animal. Oh! Monsieur Grandebouche a continué de tourner les pages de mon livre. Tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un vrai ami. Je me souviens que Monsieur Grandebouche disparaissait chaque fois que ma mère me payait une visite. Je suis sous ton lit, m'a-t-il plus tard expliqué. Je ne veux pas que tes parents me voient, car j'ai peur qu'ils ne nous laisseront plus jouer. Nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Monsieur Grandebouche a juste regardé mes livres, fasciné par les histoires et les images qui s'y trouvaient. Le 3e ou 4e jour après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire. J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer, a-t-il dit. Nous devons attendre que ta mère soit venue parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. Après que ma mère soit venue me donner des livres et du soda, comme d'habitude, Monsieur Grandebouche a sorti de sa cachette et m'a pris par la main. Nous devons aller dans la pièce au bout de ce corridor, a-t-il déclaré. J'ai refusé puisque mes parents m'ont interdit de sortir de mon lit sans leur permission. Mais Monsieur Grandebouche a insisté jusqu'à ce que j'accepte. La pièce en question n'avait ni meubles ni papier peint. Sa seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur en face de la porte. Monsieur Grandebouche s'y est précipité et lui a donné une poussée ferme, l'ouvrant. Il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais elle était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages dû à l'inclinaison. J'aime jouer à faire semblant ici, a expliqué Monsieur Grandebouche. Je prétends qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre et je saute. Si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essaies. J'étais un garçon de 5 ans qui faisait de la fièvre. Alors, seul un flash de spectimisme a traversé mon esprit alors que je regardais en bas en considérant la possibilité. C'est haut, ai-je dit. Mais c'est ce qui est amusant. Ce ne serait pas amusant, ce ne serait pas haut. Tu ferais bien de sauter sur un vrai trampoline pendant que tu y es. J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber en bas dans le vide pour ensuite rebondir sur quelque chose d'invisible par l'œil humain. Mais le réaliste en moi a pris le dessus. Peut-être une autre fois, ai-je dit.
Je ne sais pas si j'ai assez d'imagination. Je pourrais me faire mal. Le visage de monsieur Grandebouche a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé la place à la déception. Si tu le dis, a-t-il soufflé. Il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une souris. Le matin suivant, monsieur Grandebouche est arrivé en tenant une petite boîte. Je veux t'enseigner à jongler, a-t-il annoncé. Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner avant que je te donne des leçons. J'ai regardé dans la boîte, elle était pleine de couteaux. Mes parents vont me tuer! Ai-je crié, horrifié que monsieur Grandebouche ait apporté des couteaux dans ma chambre. Objet que mes parents ne laisseraient jamais toucher. Je recevrais une fessée et serais puni pour un an. Monsieur Grandebouche a froncé les sourcils. C'est amusant de jongler avec. Je veux que tu essaies. J'ai repoussé la boîte. Je ne peux pas. J'aurai des problèmes. Les couteaux sont trop dangereux pour être simplement lancés dans les airs. Monsieur Grandebouche a froncé les sourcils de plus belle. Il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit et y est resté toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. J'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. Monsieur Grandebouche me réveillait souvent la nuit, disant qu'il a mis un vrai trampoline sous la fenêtre, un grand que je ne pouvais pas voir dans la noirceur. Je refusais toujours et essayais de me rendormir. Mais monsieur Grandebouche insistait. Parfois, il restait près de moi jusqu'à tôt le matin pour m'encourager à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère est venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir, me promener à l'extérieur autour de la maison. Elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien, surtout après avoir été confinée dans ma chambre pour si longtemps. Tout excitée, j'ai mis mes baskets et ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage. Monsieur Grandebouche m'attendait. Il y a quelque chose que je veux que tu vois, a-t-il dit. J'ai dû le regarder bizarrement parce qu'il a ensuite dit: il n'y a pas de danger, je te le promets. Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier qui allait dans les bois derrière la maison. C'est un chemin important, a-t-il expliqué. J'ai beaucoup d'amis de ton âge. Quand ils étaient prêts, je les ai amenés à l'autre bout de ce sentier, à un endroit spécial. Tu n'es pas encore prêt, mais un jour, je l'espère, pour t'y amener. Je revenais à la maison tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout de ce sentier. 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos choses a été installé dans un camion de déménagement. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père, pour le long voyage jusqu'en Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à monsieur Grandebouche que je m'en allais. Mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ. Mon père et moi-même étions dans le camion à 4 heures du matin. Il espérait se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner le lendemain, avec l'aide d'une ration de café infini et d'une caisse de boissons énergisantes. Il avait plus l'air d'un homme qui allait courir un marathon plutôt qu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. Ah, c'est tout pour toi? M'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et l'ai placé contre la vitre, espérant pouvoir dormir un peu avant le lever du soleil. J'ai senti la main de mon père sur mon épaule. C'est la dernière fois, fiston, je te le promets. Je sais que c'est difficile pour toi, malade comme tu l'as été. Lorsque papa aura eu sa promotion, nous pourrons nous relaxer et tu pourras te faire des amis. J'ai ouvert les yeux alors que nous sortions du stationnement. J'ai vu la silhouette de monsieur Grandebouche dans la fenêtre de ma chambre. Il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion soit dans la rue. Il m'a tristement envoyé la main, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ai ignoré. Des années plus tard, je suis revenu à Néovineyard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide, excepté la fondation de la maison qui avait pris feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré monsieur Grandebouche. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute de derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie. Mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. Le sentier menait au cimetière mémorial de Néovineyard. J'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants.